Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Clôture à la Sénat du dépôt des dossiers pour la présidentielle de 2021 ce jeudi 4 février à minuit. 16 candidats étaient dans les locaux de l'institution ce dernier jour. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a entamé ce jeudi 4 février une tournée nationale de restitution des résolutions issues du 3e congrès du parti. Et puis au Liban, 6 mois après l'explosion du port de Beyrouth, des dizaines de milliers de personnes sont toujours sans logement. Bienvenue à toutes et à tous. Le dépôt des dossiers pour la présidentielle de 2021 a effectivement pris fin ce jeudi 4 février. Pour cette dernière journée, 16 candidats se sont fait enregistrer, parmi lesquels la candidature du chef de l'État, Patrice Talon, représenté par sa colistière et son ministre de la Justice. Était également à la Sénat le candidat Frédéric Joël Aïvo du Front pour la restauration de la démocratie, Éric Amadougou du Parti Les Démocrates. Suivez un extrait des propos de quelques candidats et représentants de candidats à l'issue des formalités. La mouvance a un candidat et un duo de candidats. Nous sommes donc arrivés ce soir pour le dépôt de nos dossiers. Justement parce que les lois lui permettent de ne pas être là. Les lois lui permettent de se faire représenter. Et il est représenté par moi. Je constitue le duo. En tout cas, je suis la candidate à la vice-présidence. Nous avons réuni le parrainage nécessaire au dépôt de notre dossier. La mouvance est là pour la bonne marche de la démocratie. Elle n'a aucun intérêt à confisquer les parrainages. Nous avons là un instant de solidarité, mais également de bonheur, qui augure pour nous et pour tout le peuple des lendemains meilleurs. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie, que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. Nous avons bon espoir. Le président Talon s'est engagé dans une démarche en vue d'une élection apaisée et inclusive. Vous avez vu donc les candidatures se succéder les unes après les autres. Nous espérons donc que ceux qui sont candidats joueront les règles du jeu démocratique, pour que nous parvenions effectivement à une élection apaisée et transparente et inclusive. Nous avons déposé notre dossier au nom du Front et nous sommes persuadés que nous serons sur la ligne de départ parce qu'il est important que la démocratie vive, que la pluralité vive, que notre pays ait le choix, que le peuple béninois ait le choix entre différents projets. Nous sommes persuadés de ça. Nous avons déposé un dossier. La Sénat vous communiquera dans les jours qui arrivent le contenu de notre dossier. Mais nous travaillons pour faire en sorte que nous soyons sur la course. Nous sommes sur la ligne de départ. Un grand jour pour notre pays parce que nous avons bravé moult atermoiements. Nous avons bravé la tyrannie. Nous avons bravé la peur. Lorsque tout le monde nous disait « n'essayez pas, vous allez vous faire brûler les ailes », le Parti Les Démocrates a tenu bon. Le Parti Les Démocrates a tenu bon pour le peuple béninois, parce que c'est le parti du peuple. Le Parti Les Démocrates s'est dit que s'il ne s'engageait pas de façon plus véhémente dans la lutte, rien ne bougera, rien ne changera. Vous êtes en face de nous, si nous pouvions sonder vos cœurs, nous saurions et nous comprendrions que nous avons le même combat et le juste combat. Le devoir de servir votre pays vous appelle. Vous avez l'obligation de répondre. Et répondre présent. Et c'est pour cela que je suis ici. J'estime que toutes les filles
tous les fils du Bénin devraient travailler et devraient être autorisés à contribuer au développement de leur pays. Et dans ce commentaire que nous propose Laurent Roland Todinkès, vous allez suivre le point des 4 journées de cette étape du processus électoral. La Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré 20 déclarations de candidature pour la présidentielle du 11 avril. Des déclarations de candidature sans surprise pour certains. Yannick Dossou, le premier citoyen béninois à avoir fait une déclaration officielle pour annoncer sa candidature. Patrice Talon, représenté à la Sénat par sa colistière Mariam Talata Tchabi Zime, Joël Aïvo, Daniel Eda, le prophète Lucien Kenenon, Soumane Djemba et Paul Rompé, le duo des FCBE, et Nathanaël Koti, le président du parti PER. Des candidats qui ont le mérite de préparer l'opinion publique à leur candidature ou pour avoir été suscités. À leur suite, ceux que le peuple n'a pas vu venir. L'ancienne ministre de Boniaï, Reki Amadougou, du parti Les Démocrates, Samson Kofi Dalmeda, autrefois très proche de Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence, l'un de ses soutiens de la Nouvelle Conscience en 2016, Samuel Bacho, ancien coordonnateur national du Millennium Challenge Account, Galiou Soglo, ancien ministre, Yakou Biosawe, proche de l'ancien président Boniaï, l'ancien préfet Corentin Korhwe, et son colistier Irénée Agossa, suspendu il y a quelques jours du parti Les Démocrates. Soumane Toleba, de l'opposition constructive, colistier de Jacob Fidéon, inconnu du grand public, et enfin le pasteur Victorin Denowema, surnommé le pasteur du Bénin. Et ce n'est pas sans compter avec les compatriotes qui ont apporté du sourire pour décrisper l'ambiance tendue. Il s'agit de Patrice Agossi-Menou et de Aoulou Ressou, Brice Fifonsi Mensan, Françoise Ronsou Baïdo et Perpetus Djerhoui. Parmi les potentiels candidats au poste de président et de vice-président, il se dégage donc 2 fils d'anciens chefs d'État, Galiou Soglo et Moïse Keekou, 6 anciens ministres, 3 serviteurs de Dieu, et ceux qui estiment avoir reçu des prophéties de Dieu, notamment Daniel Eda, le fonctionnaire international. Donc, nous sommes porteurs d'une candidature, celle de celui-là qui est le créateur de chacun de vous ici et même de tous les autres qui ne sont pas ici. Également, Patrice Agossi-Menou qui estime avoir reçu le soutien de la Vierge Marie. J'ai été recalé. On ne peut pas me recaler 3 fois. Si on me recale 2 fois, on ne peut pas me recaler 3 fois. On me parle de parrainage. Je suis candidat individuel. Si certains ont déposé des dossiers sans colistier et sans parrainage, estimant agir conformément à la loi fondamentale du 11 décembre 1990, d'autres ont satisfait à une disposition de la loi révisée en 2019 en proposant un colistier tel que prévu par l'article 43 nouveau de la Constitution. Ils ont 3 jours francs pour compléter leurs différents dossiers. Ces candidatures sont donc soumises à la Commission électorale nationale autonome pour être étudiées. Au terme de cette étude, une liste provisoire sera rendue publique entre le 13 et le 15 février et la liste définitive rendue publique entre le 22 et le 23 février. La campagne électorale est annoncée pour être lancée le 26 mars prochain. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a entamé ce jeudi une tournée nationale de restitution des résolutions à ses militants du 3e congrès ordinaire. Ce jeudi, à Cotonou était la première étape de cette tournée. Compte rendu de Cano François Mbédirinto et Fiak Voito. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et les responsables à divers niveaux du parti ont décidé d'une tournée de restitution aux militants des résolutions prises lors du 3e congrès ordinaire du parti qui s'est déroulé le 30 janvier 2021. Ainsi, les militants de Cotonou ont reçu une forte délégation de l'UDBN conduite par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio ce jeudi 4 février dans la 16e circonscription. Dans une liesse totale, les militants ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Ils se sentent désormais rassurés
et s'engage dans la dynamique de la réélection du candidat Patrice Talon, a confié le coordonnateur. Nous sommes conscients que les attentes sont énormes à Cotonou. Votre présence aujourd'hui nous rassure et nous donne la force plus que jamais à mouiller davantage le maillot et ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Madame la Présidente, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Les militants UDBN, 16e circonscription électorale, sont debout comme un seul homme pour travailler sans condition à vos côtés afin d'assurer une victoire retentissante à son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon au soir du 11 avril 2021. S'en est suivi le mot du représentant des jeunes, des femmes et sans occulter celui des sages et notables. Tous ont remercié la présidente pour une telle initiative et promettent une victoire pour Patrice Talon, candidat de l'UDBN au soir du 11 avril 2021. Des promesses qui sont en phase avec la volonté de la présidente qui opte pour la continuité. Le leader que nous soutenons, s'il prenait la décision de briguer un second mandat, que nous sommes là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et que nos pantalons sont déjà repassés. Que le chaos sera au rendez-vous le 11 avril. Continuez tel que vous faites, parce que les militants de l'UDBN ont toujours été comme ça. Vous continuez pour qu'on puisse avoir le chaos limpide. Je ne souhaiterais pas qu'on aille au second tour. Ce n'est pas la peine. Nous pouvons prendre les sous du second tour pour faire encore de route dans ce pays. Après cette étape de Cotonou, d'autres communes du Bénin vont recevoir la délégation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau pour le même exercice de restitution des résolutions issues du 3e congrès ordinaire du parti. Autre registre dans cette édition, la santé publique est toujours menacée sur les plages à Cotonou malgré les mesures restrictives prises par les autorités contre la pandémie de la COVID-19. Ceux qui fréquentent la plage de Fidjosé ne respectent ni la distanciation ni le port de masque. Suivez les explications de notre correspondant à Cotonou, Spero Aoussino. La population n'arrête pas de fréquenter la plage de Fidjosé malgré les mesures restrictives prises par les autorités pour limiter la propagation de la COVID-19. Samedi dernier, un peu après 17 heures, la plage était bondée de monde. Des étudiants, des artisans, des fonctionnaires du public et du privé, des hommes de Dieu, mais aussi des enfants de la rue se côtoyaient sans se soucier des gestes barrières en vigueur contre le coronavirus. Il y a quelques semaines, le commissaire central de la ville de Cotonou, Bertin Dekbeou, avait déclaré dans les médias que ceux qui vont se hasarder à aller à la plage vont se retrouver aux frais. Ils vont fêter en prison. Fin de citation. Apparemment, cet avertissement n'a pas eu d'effet sur les usagers de la plage. Roselyne, étudiante en 2e année de gestion à l'université d'Abomey-Calavi, comme plusieurs autres personnes, approchées ont reconnu les risques qu'elles courent en bravant cette interdiction. Elles n'ignorent pas non plus les conséquences du non-respect des gestes barrières sur leur santé. Selon une source proche du 13e arrondissement, les élus communaux continuent d'utiliser les crieurs publics pour la sensibilisation à la COVID-19. Du côté du ministère de la Santé, le point focal chargé de la communication a affirmé que cette mesure d'interdiction vise à protéger les citoyens contre la pandémie et à limiter le risque de propagation. Un garde-côte rencontré sur les lieux a reconnu que l'étendue de la plage ne permet pas au nombre insuffisant de garde-côtes d'appliquer les mesures d'interdiction en vigueur. En bafouant les gestes barrières, les contrevenants s'exposent volontairement à la pandémie, précise la même source. En France, le Premier ministre Jean Castex appelle les Français à toujours faire preuve de vigilance pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pas de reconfinement, un appel à la confiance plutôt que le choix de la contrainte, alors que près de 23 500 cas de contamination ont été recensés ces dernières 24 heures dans le pays.
Nouvelle mesure, mais de la prudence. Voilà le mot d'ordre de cette conférence de presse du gouvernement sur la situation sanitaire en France, jugée toujours préoccupante, notamment à cause des nouveaux variants. Toujours pas de reconfinement sur le territoire, mais en Outre-mer. Après l'apparition du variant sud-africain, les habitants de Mayotte subiront un confinement d'au moins 3 semaines. En France, le gouvernement veut éviter tant que possible un reconfinement, au coût économique, social et humain conséquent. L'heure est au respect maximal de nos règles communes. Ces règles, l'immense majorité d'entre nous les respectent. Mais il suffit qu'un faible nombre s'en affranchisse pour que le virus prospère. Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier, alors même que nous dépistons toujours autant. Vous disant cela, je veux être clair. Si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. Voulant maintenir la stratégie tester, alerter, protéger, le Premier ministre enjoint à nouveau les Français à se faire tester massivement et se dit satisfait de la campagne de vaccination en France. Jean Castex l'affirme, l'objectif de 4 millions de personnes ayant reçu leur première injection sera atteint d'ici la fin du mois de février grâce au vaccin AstraZeneca, validé désormais par la Haute Autorité de Santé. 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour la première injection du vaccin seront proposés aux Français dans les prochains jours. Nous avons déjà atteint et même dépassé les premiers objectifs que nous nous étions fixés. 1,5 million de vaccinations ont été réalisées en janvier au lieu d'1 million prévu initialement. C'est un taux d'adhésion remarquable, preuve que notre stratégie dans ces établissements était la bonne. Enfin, Jean Castex insiste, le télétravail devient impératif lorsque cela est possible. En 24 heures dans le pays, plus de 20 000 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, 1600 personnes sont entrées en hospitalisation et 300 personnes sont décédées. La Russie au cœur du discours de Joe Biden la nuit dernière sur la politique étrangère des États-Unis. Le président américain a prononcé un grand discours sur les relations diplomatiques dans le viseur la Russie, la Chine ou encore l'Arabie Saoudite. L'Amérique est de retour. L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour. Un discours pour redorer le blason des États-Unis. Joe Biden s'est exprimé cette nuit sur le futur de la politique étrangère américaine et pour faire table rase de la diplomatie mise en place par Donald Trump. Le président américain a déclaré s'être entretenu avec Vladimir Poutine. Objectif de cet appel téléphonique, prévenir son homologue russe des changements à venir dans les relations entre les deux pays. J'ai clairement dit au président Poutine, d'une façon très différente de mon prédécesseur, que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes de la Russie, avec l'ingérence dans nos élections, les cyberattaques, l'empoisonnement de ses citoyens était révolu. Nous n'hésiterons pas à augmenter le prix à payer par la Russie et à défendre l'intérêt vital que nous portons à notre peuple. Autre point évoqué lors du discours de Joe Biden, la Chine. Le président américain montre les dents et durcit le ton devant la politique internationale chinoise. Nous allons faire face aux abus économiques de la Chine, contrer sa ligne de conduite agressive pour repousser les attaques de la Chine sur les droits de l'homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale. Mais nous sommes prêts à travailler avec Pékin quand il est dans l'intérêt de l'Amérique de le faire. Enfin, Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen. Un engagement salué par Riyad qui affirme son soutien à, je cite, une solution politique. Cette guerre doit cesser. Et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes. Sur le plan migratoire, Joe Biden prend également une direction drastiquement opposée à son prédécesseur. Les États-Unis accueilleront désormais 125 000 réfugiés par an, soit un nombre d'admissions plus de 8 fois supérieur à celui sous Donald Trump.
Le 4 août 2020, le port de la capitale libanaise a été dévasté par une énorme explosion. Plus de 200 personnes ont perdu la vie et 6500 blessés. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours aujourd'hui sans logement. 6 mois après ce drame, le Liban se trouve dans une situation humanitaire grave et toujours dans une crise politique qui n'en finit pas. Des centaines de familles ne peuvent toujours pas faire leur deuil. Des Libanais qui attendent des réponses de la justice sur les circonstances de l'explosion du 4 août dernier. Des heures, des jours, des semaines interminables face à une enquête qui piétine. L'enquête a jusqu'à présent été complètement scandaleuse. Il n'y a pas de transparence sur le lieu de l'enquête. Une enquête criblée de violations de la procédure régulière. Elle a été entachée d'ingérence politique et aucun responsable de haut niveau n'a été tenu pour responsable. Au lieu de cela, vous avez 25 fonctionnaires des douanes et de la sécurité portuaire qui croupissent en prison, tandis que les dirigeants politiques se promènent librement et échappent à toute responsabilité ou obligation de rendre compte. Des investigations pour expliquer comment près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium ont pu être entreposées dans le port de Beyrouth pendant des années et en toute connaissance des risques potentiels par les autorités. Une enquête paralysée par des rivalités politiques. 6 mois après l'explosion, il est inacceptable que le Liban n'ait toujours pas de gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et sociale et engager les réformes structurelles indispensables au redressement et à la stabilité du pays. À tous les responsables de ce pays, je voudrais vous redire que votre responsabilité individuelle et collective est majeure. Ayez le courage d'agir et la France vous aidera. Paris qui a tapé une nouvelle fois du poing sur la table ce jeudi face à des engagements restés lettres mortes. Le chef de la diplomatie française et son homologue américain ont appelé le Liban à se doter sans plus tarder d'un gouvernement, condition sine qua non d'un soutien à long terme de la communauté internationale. Il y a un besoin urgent et vital que les responsables libanais mettent enfin en œuvre leur engagement de former un gouvernement crédible et efficace et de travailler à la réalisation des réformes nécessaires, conformément aux aspirations du peuple libanais. Ces actions concrètes restent absolument nécessaires pour que la France, les États-Unis et leurs partenaires régionaux et internationaux s'engagent à apporter un soutien supplémentaire, structurel et de long terme au Liban. Emmanuel Macron s'est rendu à 2 reprises à Beyrouth depuis l'explosion du 4 août dernier. Le président français a récemment annoncé son intention d'y retourner pour fustiger l'inaction des dirigeants libanais. Après la déflagration, le gouvernement a démissionné, mais il gère encore les affaires courantes. Saad Hariri, désigné Premier ministre fin octobre, n'a toujours pas formé son équipe. Des marchandages politiques qui perdurent alors que la ville de Beyrouth se reconstruit lentement et que la population sombre dans la misère. À l'heure actuelle, un Libanais sur 2 vit désormais sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies, soit 22% de plus en seulement 3 ans. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention.